Le vent de novembre a transpercé mon manteau alors que je me tenais sur le seuil de Riley, mes mains tremblant autour du plat à tarte chaud. Non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, quelque chose qui ressemblait au sol qui se dérobait sous mes pieds. À travers la porte en verre dépoli, je pouvais voir du mouvement, entendre des rires, le cliquetis des verres à vin et le murmure chaleureux d'une conversation qui signifiait que le dîner du dimanche avait déjà commencé. Notre dîner du dimanche, la tradition pour laquelle j'avais conduit 45 minutes depuis mon appartement en ville pour la maintenir chaque semaine depuis 2 ans. J'avais préparé la tarte aux pommes préférée de Riley ce matin-là. La recette que ma mère m'avait apprise, celle avec la croûte en treillis qui prenait 1 heure de plus, mais qui en valait la peine quand on voyait le visage de quelqu'un s'illuminer. Je m'étais levé à 6 heures du matin pour la faire parce que Riley avait mentionné une fois, il y a des années, que l'odeur de cette tarte lui rappelait son père. Robert était parti depuis 17 ans maintenant. Crise cardiaque à 47 ans, me laissant avec un fils de 15 ans et une montagne de chagrin que je pensais ne jamais surmonter. Mais j'avais survécu. Plus que survécu. J'avais construit une vie. J'avais élevé Riley seul, en faisant des doubles journées comme infirmière à l'hôpital Saint-Maries. Je lui avais fait faire des études de commerce. Je l'avais accompagné à l'hôtel lorsqu'il a épousé Madison il y a 3 ans. Je les avais aidés à acheter leur première maison, cette belle demeure coloniale en banlieue avec le porche enveloppant et le lustre dans la salle à manger. Le lustre que je pouvais voir scintiller maintenant à travers la fenêtre. J'ai sonné. Les rires à l'intérieur se sont tus. Des pas se sont approchés. La porte s'est ouverte et mon fils se tenait là, dans une chemise à boutons impeccable que je ne reconnaissais pas. Probablement cher. Tout ce que Madison achetait pour lui était cher. Maman. Son visage a changé dès qu'il m'a vu. Le sourire a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Qu'est-ce que tu fais là? La question m'a frappé comme une gifle. C'est dimanche, ai-je réussi à dire, ma voix plus petite que je ne l'aurais voulu. Notre dîner. J'ai apporté une tarte. Je l'ai tendue comme une offrande, comme une preuve que j'appartenais à cet endroit. Riley n'a pas bougé de l'embrasure de la porte. Derrière lui, je pouvais voir la table de la salle à manger dressée avec la belle porcelaine, le service que je leur avais acheté pour leur premier anniversaire. Des bougies vacillaient. La table était pleine. J'ai reconnu les parents de Madison, Michael et Catherine Parker, habillés comme s'ils assistaient à un événement de country club plutôt qu'à un dîner de famille. Des gens que je n'avais jamais rencontrés étaient assis sur les autres chaises. Les collègues de Madison, peut-être. Ses amis du cabinet d'avocats avec leurs cheveux parfaits et leurs sourires entendus. Riley, ai-je dit, est-ce que je peux entrer? C'est alors que Madison est apparue. Elle s'est déplacée comme un requin dans l'eau, douce et déterminée, sa main se posant possessivement sur l'épaule de Riley. Elle portait une robe bordeaux qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses cheveux blonds étaient coiffés en vagues lâches, et son maquillage était impeccable. Elle m'a regardé comme on regarderait un vendeur à domicile. Ava, a-t-elle dit. Pas maman, jamais maman. Riley ne t'a pas dit? Dis quoi? Mon cœur battait la chamade maintenant. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je pouvais le sentir dans l'air, dans la façon dont Riley ne voulait pas croiser mon regard et dans le sourire cassant de Madison. Ces dîners, a poursuivi Madison, sa voix douce et définitive comme le marteau d'un juge. Nous les gardons intimes maintenant, juste la famille immédiate. Mes parents sont là et nous essayons de maintenir des limites appropriées. Des limites? Le mot ressemblait à de l'eau glacée dans mon dos. Je suis la mère de Riley, dis-je. Mes mains tremblaient si fort maintenant que le plat à tarte cliquetait légèrement. Je suis sa famille. Bien sûr que tu le es. Le sourire de Madison n'atteignait pas ses yeux. Mais nous voulions te parler de ça, de nous donner de l'espace, de ne pas t'immiscer dans tous les aspects de nos vies. M'immiscer. Les dîners du dimanche avaient été mon idée. Oui. Il y a 2 ans, quand Riley et Madison ont emménagé dans cette maison, la maison que je les avais aidés à acheter avec un acompte de $40 000, j'avais suggéré de commencer une tradition. Des dîners de famille comme ceux que Robert et moi avions l'habitude d'avoir quand Riley était jeune. Riley avait adoré l'idée, ou du moins je le pensais. Daniel, a dit Madison, sa voix plus sèche maintenant. Dis-lui. Mon fils, mon bébé, que j'avais bercé pendant ses cauchemars, à qui j'avais appris à faire du vélo, pour qui j'avais tout sacrifié, m'a finalement regardé.
Ses yeux étaient coupables, honteux, mais pas assez honteux pour faire ce qu'il fallait. Maman, a-t-il murmuré. Ces dîners, ils sont réservés à la famille maintenant. Les parents de Madison sont là, et nous essayons de garder ça intime. Tu comprends, non? Réservé à la famille. Je l'ai regardé. Cet étranger portant le visage de mon fils, l'homme que j'avais élevé seul, l'homme pour qui j'avais renoncé à des vacances, à de nouveaux vêtements et parfois à des repas corrects. L'homme pour qui je m'étais épuisé au travail, prenant chaque quart de travail supplémentaire, chaque jour férié, chaque heure supplémentaire que je pouvais obtenir. Riley, dis-je tranquillement. Je suis ta mère. Je suis ta famille. Margaret, nous voulions te parler. La voix de Madison a traversé l'air de novembre comme un couteau. À propos des limites. Tu n'es pas invité ce soir. Il vaudrait mieux que tu partes. Le monde a basculé. J'ai regardé le visage de mon fils une dernière fois, attendant qu'il me défende. Attendant qu'il dise à sa femme qu'elle avait tort, que sa mère était toujours la bienvenue. Que la famille signifiait plus que le sang et les documents légaux. Il n'a rien dit. Je suis désolé, maman, a finalement murmuré Riley. Mais oui, s'il te plaît, pars. Je ne me souviens pas être retourné à ma voiture. Je ne me souviens pas avoir posé la tarte sur le siège passager ou avoir démarré le moteur. Je me souviens seulement d'être assise dans mon appartement sombre 3 heures plus tard, tenant toujours mon sac à main, portant toujours mon manteau, fixant cette maudite tarte aux pommes sur mon comptoir de cuisine. La tarte avec la croûte en treillis qui a pris 1 heure de plus, la tarte qui sentait Robert, la tarte qui était censée rappeler à mon fils qu'il était aimé. Je suis restée assise là jusqu'à l'aube, regardant le ciel passer du noir au gris puis au rose pâle du matin. Et quelque part dans ces heures sombres, quelque chose en moi a changé. La blessure a commencé à se cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus clair, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la rage. Je n'ai pas dormi, je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Riley. J'entendais la voix de Madison. Réservé à la famille. À 6 heures du matin, j'ai fait du café avec des mains tremblantes. L'appartement me semblait trop calme, trop vide. Pendant 32 ans, il n'y avait eu que Riley et moi. Maintenant, il n'y avait que moi. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue de l'écran me faisait mal aux yeux, mais j'avais besoin de voir, besoin de savoir. Je les aidais financièrement depuis 5 ans. Ça a commencé modestement, quelques centaines ici et là quand ils économisaient pour le raconte. Puis c'est devenu une aide hypothécaire mensuelle régulière, les paiements de la voiture, la rénovation de la cuisine que Madison insistait pour avoir. La start-up de Riley qui a fait faillite en 6 mois. Je n'avais jamais dit non. C'était ma seule famille. Je voulais être utile, être nécessaire. Mais assise là, dans la lumière de l'aube, avec le goût de l'humiliation encore amer dans la bouche, j'ai consulté mes relevés bancaires et j'ai commencé à additionner. Les chiffres m'ont rendu physiquement malade. Les paiements hypothécaires, 1500 $ par mois. J'ai fait défiler les registres. 62 mois. Mes mains se sont figées sur le clavier. 93 000 $, juste pour l'hypothèque. Et ce n'était que le début. J'ai ouvert une feuille de calcul, le même logiciel que j'utilisais à l'hôpital pour les dossiers des patients, et j'ai commencé à tout lister, chaque virement bancaire, chaque chèque, chaque urgence qui a nécessité mes économies de retraite. La voiture que Madison avait insisté pour qu'ils aient, 45 000 $. La rénovation de la cuisine avec les comptoirs en marbre et les appareils électroménagers de qualité professionnelle, 12 000 $. La start-up de Riley. Celle que Madison l'avait convaincu d'essayer, l'entreprise technologique qui allait tout changer. 15 000 $ partis en 6 mois. Les meubles, les prêts d'urgence, les cadeaux d'anniversaire de Madison, les bijoux, les journées au spa, ce week-end à Napa Valley. Les vacances à Turk et Caicos dont j'avais besoin pour décompresser. À midi, j'avais le tableau complet. 237 000 $. J'ai regardé le chiffre jusqu'à ce qu'il se brouille. 237 000 $, près d'un quart de million. Mes économies de retraite réduites de moitié. Mon fonds d'urgence épuisé. Le petit héritage de ma mère, la femme qui m'avait élevé dans un appartement de 2 chambres et m'avait appris à faire des tartes aux pommes à partir de rien, entièrement partie. Pourquoi? Pour qu'on me dise que je n'étais pas de la famille.
Je me suis levé et je suis allé à la salle de bain. Mon reflet dans le miroir avait l'air plus vieux que mes 67 ans. Des cheveux gris que je me promettais de teindre. Des rides autour des yeux dus à 30 ans de quart de nuit. Des mains perpétuellement sèches à cause du lavage constant des mains et du désinfectant. J'avais passé toute ma vie à prendre soin des autres. D'abord mes patients, puis Riley. J'avais été une bonne infirmière, une bonne mère. J'avais été accommodante, compréhensive, sans jamais faire de vagues. Et voilà ce que ça m'avait rapporté. Mon téléphone a sonné. Le nom de Riley a illuminé l'écran. Je l'ai regardé. Je l'ai laissé sonner, sonner et sonner. Laisse-le se demander. Laisse-le s'inquiéter. Laisse-le ressentir une fraction de l'anxiété que j'avais ressentie en me tenant sur son seuil comme une étrangère indésirable. La notification de la messagerie vocale est apparue. Je ne l'ai pas écoutée. Mon téléphone a de nouveau sonné 1 heure plus tard. Encore une fois, je n'ai pas répondu. Le soir, j'avais pris ma décision. Je me suis connecté au site web de ma banque, j'ai trouvé la section des paiements automatiques. Le paiement hypothécaire que j'envoyais sur le compte de Riley tous les mois, comme une horloge. 1 500 $ prévus pour dans 3 jours. J'ai cliqué sur « Annuler ». Le paiement de la voiture. Annulé. Chaque virement récurrent vers le compte de Riley. Annulé. 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 À chaque clic, je me sentais plus légère. Comme si je perdais un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il n'était pas le mien. Mais ce n'était pas suffisant. C'était juste arrêter l'hémorragie. J'avais besoin de documentation, de preuves. J'ai passé les 6 heures suivantes à créer un dossier détaillé, date, montant, motif. Certains, je m'en souvenais clairement, les 5 000 $ pour leur 3e voyage d'anniversaire à Paris. D'autres, j'avais presque oublié, les 2 000 $ pour le cours de certification professionnelle de Madison, celui qui l'avait aidé à devenir associé dans son cabinet. Vers minuit, j'ai appelé Suzanne. Suzanne Brennan était mon amie depuis l'école d'infirmière, il y a 45 ans. Nous avions travaillé ensemble à Saint-Maries jusqu'à sa retraite, 2 ans avant moi. Elle avait traversé sa propre situation difficile avec sa fille, l'avait surprise en train de voler sur son compte en banque pour financer une dépendance au jeu. Elle a répondu au 2e coup de sonnette, sa voix alerte malgré l'heure. « Ava, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai tout raconté. Le dîner, le rejet, l'argent. Suzanne a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, son silence en disait long. 237 000, dit-elle finalement. Ava, c'est de l'abus financier envers une personne âgée. Les mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. Ce n'est pas de l'abus, dis-je automatiquement. Je l'ai donné volontairement. Vraiment, ou t'ont-ils manipulé pour le faire? La voix de Suzanne était ferme, le même ton qu'elle utilisait avec les patients difficiles. Ses commentaires de Madison sur le stress de Riley à subvenir aux besoins de tout le monde, c'est du chantage à la culpabilité. De la manipulation classique. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, puis je l'ai refermée, parce qu'elle avait raison. J'avais donné l'argent volontairement, mais l'avais-je donné librement ou avais-je été soigneusement, systématiquement manipulé pour devenir leur distributeur automatique personnel? Tu dois parler à un avocat, a dit Suzanne. Je ne veux pas poursuivre mon fils. Mais même en prononçant ces mots, je me suis demandé pourquoi pas. Quelle loyauté devais-je à quelqu'un qui m'avait jeté comme un déchet? Alors parle au moins à un conseiller financier, a dit Suzanne. Vois quelles sont tes options. Et Ava, arrête de leur donner de l'argent immédiatement. Je l'ai déjà fait. Entendre moi-même le dire à haute voix le rendait réel. Le rendait permanent. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Suzanne m'a donné des noms, son avocate, Patricia Chen, son conseiller financier, Thomas Brennan, même un thérapeute spécialisé dans l'éloignement familial. J'ai tout noté, ma main cramponnée mais stable. Quand nous avons finalement raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, depuis avant la mort de Robert, peut-être, un sentiment de but. Riley a appelé à nouveau le lundi matin et le mardi matin. Je n'ai pas répondu. Laisse-le goûter une fraction du silence que j'avais enduré quand il avait cessé de me rappeler. Quand Madison a commencé à répondre à son téléphone avec cette voix sèche et efficace, il est occupé, Ava. Je lui dirai que tu as appelé. Il n'a jamais rappelé à l'époque. Maintenant, il pouvait voir ce que ça faisait.
J'avais des rendez-vous à prendre, des plans à exécuter. Et pour la première fois depuis la mort de Robert, j'allais me mettre en premier. Mon fils m'avait appris une leçon importante sur ce seuil. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, d'amour et de loyauté. Et s'il pouvait me retirer ces choses, alors je pouvais certainement lui retirer mon soutien financier. C'était juste. Le lundi matin, j'étais assise dans le bureau de Patricia Chin, au 32e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. La vue donnait sur la ville, ma ville, où j'avais travaillé, vécu et élevé mon fils. De là-haut, elle semblait propre et organisée, pas désordonnée et douloureuse comme elle me semblait au niveau du sol. Patricia avait probablement la cinquantaine, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien et un tailleur sur mesure qui parlait de succès. Suzanne m'avait prévenu, elle est chère, mais elle en vaut la peine, et elle ne supporte pas les imbéciles. 237 000 $ sur 5 ans, a dit Patricia en examinant ma feuille de calcul. Son ongle manucuré a tracé les colonnes. Et vous avez des documents pour tout ça? J'ai fait glisser le dossier sur son bureau en verre. Relevé bancaire, chèques annulés, confirmation de virement. J'ai tout gardé. Robert me l'avait appris. Garde des registres. Garde toujours des registres. Il était comptable avant que la crise cardiaque ne l'emporte, organisé à l'excès. Je le taquinais sur son système de classement. Maintenant, j'étais reconnaissante de l'habitude qu'il m'avait inculquée. Patricia a passé 20 minutes à examiner mes documents en silence. Le seul son était le murmure des pages qui tournaient et le bourdonnement lointain de la circulation en bas. Finalement, elle a levé les yeux. Ava, j'ai besoin de vous poser une question importante. Avez-vous signé quelque chose? Des accords de prêt? Des documents indiquant que c'était des cadeaux? Rien. C'était juste aider la famille. Cela joue en votre faveur. Patricia s'est penchée en arrière dans son fauteuil en cuir. Voici la situation. Légalement, sans accord écrit stipulant que c'était des cadeaux, il y a un argument selon lequel il s'agissait de prêts implicites. Vous pourriez potentiellement poursuivre en justice pour remboursement. Mon estomac s'est noué. Je ne sais pas si je veux aller aussi loin. Je comprends, mais vous devriez connaître vos options. Patricia a sorti un bloc-notes juridique. Il y a aussi la question de l'influence indue. Vous avez mentionné les commentaires de votre belle-fille, le chantage à la culpabilité, l'isolement social coupant vos dîners hebdomadaires. Ce sont des signaux d'alarme pour l'exploitation financière. Exploitation financière, abus envers les aînés. Les termes m'ont fait me sentir petite, stupide, comme si j'aurais dû voir cela venir. Que recommanderiez-vous? D'abord, je vais rédiger une lettre de mise en demeure formelle. Elle décrira l'argent que vous avez fourni et demandera un plan de remboursement. C'est officiel. C'est documenté. Et ça les met en garde que vous ne reculerez pas, l'expression de Patricia s'est légèrement adoucie. Parfois, c'est suffisant pour réveiller les gens. Parfois, ils réalisent ce qu'ils sont sur le point de perdre et ils changent de cap. J'ai pensé au visage de Riley sur ce seuil. À la façon dont il avait laissé Madison parler pour lui, à la façon dont il était resté là et avait hoché la tête quand elle m'a dit de partir. Et si ce n'est pas suffisant? Alors nous intentons un procès. Nous poursuivons le remboursement par les tribunaux. Ce sera un dossier public. Ce sera inconfortable, mais vous aurez un fondement juridique pour récupérer ce qui vous appartient. J'ai signé l'accord de provision avec des mains tremblantes. J'ai fait un chèque de 3500 $. J'ai vu mes économies déjà épuisées diminuer encore, mais ça en valait la peine. Pour la première fois depuis ce terrible dimanche, j'avais l'impression de prendre le contrôle. La lettre est partie le mercredi, par courrier recommandé avec accusé de réception. J'ai imaginé le visage de Madison en l'ouvrant, en voyant l'entête officielle, en lisant la liste détaillée de chaque dollar, chaque virement, chaque chèque. Bien. Qu'elle ressente une fraction du choc que j'avais ressenti. Le jeudi matin, mon téléphone a explosé. Cet appel manquait de Riley avant 9 heures. 4 messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent. Maman, on doit parler. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman. Madison m'a montré une lettre folle d'un avocat. C'est insensé. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je prenais un café avec Suzanne quand il a de nouveau appelé. Elle a regardé pendant que je rejetais l'appel, puis a levé sa tasse dans un petit toast.
Fier de toi, a-t-elle dit. Il panique. Bien. Il devrait. Cet après-midi-là, Madison a appelé depuis le téléphone de Riley, une tactique que j'ai immédiatement reconnue. Elle l'avait déjà fait quand elle voulait quelque chose, utilisant le contact de Riley pour que je réponde. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Ava, c'est Madison. Sa voix était contrôlée, mais je pouvais entendre la tension en dessous, comme un fil trop tendu. Je ne sais pas ce que tu crois faire, mais cette lettre est complètement inappropriée. Nous sommes une famille. Nous ne réglons pas les désaccords avec des avocats. Rappelle-moi immédiatement pour que nous puissions en discuter comme des adultes. Comme des adultes. J'ai failli rire. Les adultes n'abandonnent pas leur mère sur le seuil. Les adultes ne prennent pas $250 000 pour ensuite se comporter comme la victime quand on leur demande de le rembourser. Le vendredi, j'ai rencontré Thomas Brennan, le conseiller financier que Suzanne avait recommandé. Son bureau était plus petit que celui de Patricia, plus confortable, avec des photos de sa propre famille sur le bureau. 3 enfants, tous grands. Une femme aux yeux gentils. Un rappel de ce à quoi ressemblaient des relations familiales saines. Vous les avez soutenus pendant 5 ans, a dit Thomas, examinant mon historique financier sur son écran d'ordinateur. La bonne nouvelle est que vous avez encore de quoi vivre. La mauvaise nouvelle est que votre retraite est gravement compromise. Puis-je m'en remettre? Financièrement, s'il rembourse ne serait-ce que la moitié de ce qu'on vous doit, vous serez en assez bonne forme. Vous devrez faire attention, mais vous ne serez pas sans ressources. Il m'a fait un sourire gentil. Émotionnellement, c'est au-dessus de mes compétences. Thomas a créé un nouveau plan financier pour moi, un qui ne supposait aucun soutien supplémentaire à Riley et Madison, un qui, idéalement, incluait un remboursement. Il m'a également aidé à ouvrir un nouveau compte courant dans une autre banque, à y transférer mes fonds restants, à changer tous mes mots de passe, à retirer Riley comme contact d'urgence, au cas où, a dit Thomas. Les gens deviennent désespérés quand il s'agit d'argent. Mieux vaut prévenir que guérir. Je n'avais pas envisagé que Riley pourrait essayer d'accéder à mon compte d'une manière ou d'une autre, mais Thomas avait raison d'être prudent. J'ai quitté son bureau avec un dossier plein de documents et un étrange sentiment de pouvoir. Pour la première fois en 5 ans, mon argent était à moi. Mes choix étaient à moi. Je n'étais plus seulement la mère de Riley, le distributeur automatique sur lequel il pouvait compter chaque fois que Madison voulait quelque chose de nouveau. J'étais Ava Morrison, infirmière à la retraite, veuve, survivante, et j'en avais fini d'être utilisée. Samedi après-midi, une voiture s'est arrêtée devant mon immeuble. Je préparais du thé quand je l'ai entendu, le son familier de l'Audi de Riley, celle que je l'avais aidé à acheter avec un prêt de $45 000 il y a 2 ans. Je suis allé à la fenêtre et je l'ai vu sortir, seul. Pas de Madison. Il avait une mine affreuse, plus mince que dans mon souvenir, avec des cernes sombres sous les yeux. Il a passé la main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance, depuis le premier jour de la maternelle où je l'avais accompagné en classe et où il avait pleuré et m'avait supplié de ne pas partir. J'étais resté 1 heure de plus ce jour-là, assise dans le couloir devant sa classe juste pour qu'il sache que j'étais là. Maintenant, je le regardais se diriger vers l'entrée de mon immeuble, et je n'ai rien ressenti. Pas d'envie de me précipiter pour le serrer dans mes bras. Pas d'instinct maternel pour réparer ce qui le tracassait, juste un détachement froid et clair. Mon interphone a sonné. Maman, c'est moi. S'il te plaît, on doit parler. J'ai regardé le bouton de l'interphone. Une partie de moi, celle qu'il avait élevée, qui se souvenait de lui comme un petit garçon m'apportant des pissenlits du jardin, qu'il avait bercé pendant ses cauchemars de perdre son père, voulait le laisser monter. Mais j'ai pensé à ce seuil, à la voix froide de Madison. Ah, famille seulement. J'ai appuyé sur le bouton. Mais tout par écrit, dis-je, ma voix stable. Fais-le relire par ta femme puisqu'elle semble prendre tes décisions maintenant. Donne-moi un plan de remboursement formel par l'intermédiaire de mon avocat. Alors on parlera. Maman, s'il te plaît. J'ai relâché le bouton, le coupant. À travers la fenêtre, je l'ai vu rester là pendant 10 minutes. Il a regardé mes fenêtres, a sorti son téléphone, l'a rangé, l'air perdu. Finalement, il est remonté dans sa voiture et est parti. J'ai attendu que la culpabilité vienne, que l'instinct maternel de le rappeler, de régler ça, de faire en sorte que tout aille bien, vienne. Il n'est pas venu. Au lieu de cela, je me suis senti plus légère. Ce soir-là,
j'ai trouvé quelque chose en organisant mon dossier de preuve. Un vieil email de Madison envoyé il y a 2 ans, juste après leur emménagement dans la maison. Ava, ta générosité est si appréciée. Nous ne pourrions pas nous en sortir sans ton soutien. Tu es la meilleure belle-mère que l'on puisse demander. Riley et moi sommes si reconnaissants de t'avoir dans nos vies. Je l'ai imprimé, je l'ai ajouté à mon dossier. Les actions, après tout, parlent plus fort que les mots. Et les actions de Madison, me bannir des dîners de famille, me traiter d'intruse, manipuler mon fils pour qu'il la choisisse au lieu de moi. Ces actions racontaient la véritable histoire. Le mardi suivant, Patricia a appelé. Ils ont répondu, a-t-elle dit, ou plutôt leur avocat a répondu. Mon café est devenu froid dans ma main. Ils ont engagé un avocat? Madison l'a fait. Très rapidement, je dois ajouter. Le ton de Patricia était sec. Elle est elle-même avocate d'affaires, donc elle a des relations. Il s'appelle Marcus Webb. Gros cabinet en ville. Qu'a-t-il dit? Ils prétendent que tout était un cadeau, donné librement sans attente de remboursement. Ce n'est pas vrai. Je sais, c'est pourquoi je leur ai demandé de le fournir par écrit, signé par leur avocat, parce que s'ils affirment officiellement cette position et que nous pouvons prouver le contraire, cela devient une fraude. Patricia a marqué une pause. Ils n'ont pas encore répondu à cette demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont peur. Ils essaient de déterminer quel mensonge leur coûtera le moins cher. J'ai passé la semaine suivante à tout organiser. Je suis allé à ma banque et j'ai demandé un historique complet des transactions, chaque virement vers les comptes de Riley au cours des 5 dernières années. La banquière, une jeune femme nommée Maria, a regardé les montants et a haussé les sourcils, mais n'a pas commenté. J'ai rassemblé de vieux messages textes. J'ai trouvé des conversations d'il y a des années. Riley, maman, peux-tu aider avec la compte de la voiture? Je te rembourserai dès que ma prime arrivera. Ma réponse, bien sûr, chérie, tout ce dont tu as besoin. Sa prime n'est jamais arrivée, ou si c'est le cas, elle est allée à autre chose. Le remboursement n'est jamais revenu à moi. Un autre message d'il y a 3 ans. Riley, urgence, réparation de voiture, $2000. Juste un prêt jusqu'au mois prochain. Le mois prochain n'est jamais venu non plus. J'ai même trouvé un message vocal d'il y a 3 ans. La voix de Riley, plus jeune, plus insouciante. Merci pour le prêt, maman. Je te le rendrai le mois prochain. Tu es la meilleure. Il ne l'avait jamais fait, bien sûr. Chaque pièce à conviction est allée dans mon dossier. Patricia constituait un dossier, que je poursuive ou non, car la documentation elle-même était un levier. Le jeudi soir, ils sont venus ensemble. Je lisais quand je les ai vus par ma fenêtre. Riley et Madison marchant sur le trottoir avec des visages déterminés. Les talons de Madison claquaient sur le pavé comme un compte à rebours. Le buzzer a sonné. Pas une demande cette fois, une exigence. Ava, on monte. La voix de Madison, vive et autoritaire. On doit régler ça maintenant. Non, dis-je calmement dans l'interphone. Prenez rendez-vous par l'intermédiaire de mon avocat. On ne partira pas tant que tu ne nous auras pas parlé. Sa voix monta. C'est ridicule. Tu es manipulé par cet avocat. On est une famille. J'ai failli le dire. J'ai failli appuyer sur ce bouton et dire « Je ne suis pas invité ». Souvenez-vous, famille seulement. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai simplement éteint l'interphone. Pendant 40 minutes, ils ont sonné. Ils ont appelé mon téléphone. Je l'ai mis en sourdine et je suis retourné à mon livre, un roman policier que Suzanne m'avait recommandé. À travers la fenêtre, j'ai vu ma voisine, Madame Rodriguez, de l'appartement 3B, sortir. Elle avait 70 ans, une petite femme portoricaine avec une voix qui pouvait couper l'acier. Je n'ai pas pu entendre ce qu'elle a dit, mais le visage de Riley est devenu rouge. Ils sont partis. Ce soir-là, les emails ont commencé, depuis le compte personnel de Madison, pas l'email commun qu'elle partageait avec Riley. De longs messages détaillant tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Me rendre visite régulièrement, un mensonge, il venait peut-être une fois tous les 2 mois, m'inclure dans les vacances, jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'ils décident que je n'étais plus de la famille, tolérer mes intrusions dans leur vie, leurs mots, pas le mien. Chaque email était plus accusateur que le précédent, plus hostile,
plus calculés pour me faire sentir coupable, pour me faire reculer. J'ai transféré chacun d'eux à Patricia. Gardez-les, m'a-t-elle dit au téléphone. Ils documentent leur propre hostilité. Si cela va au tribunal, c'est une preuve de leurs vrais sentiments envers vous. Le vendredi après-midi, une lettre recommandée est arrivée à ma porte, non pas de leur avocat, mais de Madison directement. À l'intérieur se trouvait un chèque de $5000 et une note dactylographiée sur du papier à lettres chères. Ceci règle toute dette perçue. Encaissez ce chèque et abandonnez l'action en justice, sinon nous n'aurons d'autre choix que de porter plainte pour harcèlement contre vous. J'ai regardé ce chèque. $5000, moins de 3% de ce qu'il me devait, et une menace en plus. J'ai appelé Patricia immédiatement. Ne l'encaissez pas, a-t-elle dit. C'est une reconnaissance qu'ils vous doivent quelque chose, mais l'accepter pourrait être interprété comme l'acceptation d'un règlement. Renvoyez-le. Et la menace de harcèlement, c'est risible. Vous n'avez fait qu'exercer vos droits légaux. Ce sont eux qui se présentent à votre appartement sans préavis, qui envoient des emails menaçants. Si quelqu'un est harcelé, c'est vous. Patricia a marqué une pause. Ava, êtes-vous prête à ce que ça devienne moche? Parce que c'est sur le point de l'être. J'ai pensé à Riley. Au petit garçon qui grimpait dans mon lit pendant les orages. À l'adolescent qui a pleuré dans mes bras à la mort de son père. Au jeune homme qui m'avait promis encore et encore qu'il prendrait toujours soin de moi quand je serais vieille. Et puis j'ai pensé à l'étranger qui s'était tenu sur son seuil et m'avait dit que je n'étais pas de la famille. Oui, dis-je. Je suis prête. Le dimanche, exactement 2 semaines après avoir été renvoyé de leur dîner, je suis allé à la messe à Sainte-Catherine. Je la fréquentais plus souvent depuis le début de cette affaire, trouvant du réconfort dans le rituel et la routine. Le père Miguel, qui me connaissait depuis 15 ans, a remarqué ma détresse pendant la communion. Vous semblez troublé, Ava, a-t-il dit après dans le calme du vestibule. Je lui ai raconté une version simplifiée. Il a écouté, son visage buriné devenant grave. Honorer son père et sa mère n'est pas une option, mon enfant, a-t-il dit. C'est un commandement. Ce que votre fils a fait. Il a secoué la tête. La prière aide, mais se défendre aussi. Dieu ne nous demande pas d'être des paillassons. Après l'église, je suis passé chez Suzanne. Elle a fait du thé, le bon, avec de vraies feuilles, pas des sachets. Et nous nous sommes assises dans son jardin où les premières fleurs de printemps commençaient à éclore malgré le froid de novembre. Tu as l'air épuisé, a-t-elle observé. Je le suis, ai-je admis. C'est plus difficile que je ne le pensais. Une partie de moi se demande si je ne réagis pas de manière excessive. Vraiment? Suzanne m'a fixé de ce regard perçant, celui qui faisait trembler les infirmières débutantes à l'époque où nous travaillions. Ils t'ont pris $250 000. Ils t'ont mise de côté quand tu avais servi leur but. Ils te menacent maintenant pour avoir demandé des comptes de base. Quelle partie est une réaction excessive? Elle avait raison, bien sûr, mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont des choses différentes. Je me battais contre mon propre fils, le garçon que j'avais porté, élevé, pour qui j'avais sacrifié. Le chagrin de la chose était suffocant. Prends quelques jours, a suggéré Suzanne doucement. Arrête de vérifier tes emails. Arrête de répondre aux appels. Laisse Patricia s'occuper du côté juridique. Tu as besoin de te reposer ou tu vas craquer. J'ai suivi son conseil. Pendant les 4 jours suivants, j'ai éteint mon téléphone sauf pendant 1 heure chaque jour. J'ai lu des livres que je voulais lire depuis longtemps. J'ai fait de longues promenades dans le parc près de mon appartement, regardant les feuilles d'automne tomber et craquer sous mes pieds. Je me suis préparé de vrais repas au lieu de grignoter des restes. De la soupe au poulet avec des nouilles maison comme ma mère me l'avait appris. Un rôti qui a rempli mon appartement de chaleur et de réconfort. Je me suis laissé pleurer, non seulement pour cette situation, mais pour le fils que je pensais avoir élevé. Le fils qui, apparemment, n'avait jamais existé, le fantasme auquel je m'étais accroché pendant 32 ans. Le jeudi, je me sentais plus forte, plus claire, prête à tout ce qui allait arriver. Parce que quelque chose allait arriver. Je pouvais le sentir dans mes os. Le vendredi matin, j'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués, une douzaine de messages textes. Mais ceux-ci n'étaient pas en colère. Ils étaient différents. Maman, s'il te plaît. Tu me manques.
Pouvons-nous juste parler? Juste nous deux. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. S'il te plaît, appelle-moi. Je sais que je t'ai blessé. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. Tous de Riley, rien de Madison. Et puis le dernier message, d'un numéro inconnu. Ava, c'est Michael Parker, le père de Madison. J'aimerais vous parler de cette situation. Veuillez m'appeler dès que possible. Le père de Madison. Maintenant, il faisait appel à des renforts. J'ai d'abord appelé Patricia. Ils essaient une approche différente, lui ai-je dit. Tactique de manipulation classique, a-t-elle dit. Les menaces n'ont pas fonctionné, alors maintenant ils vont essayer de faire appel à vos émotions. N'engagez pas la conversation sans ma présence. Mais la curiosité l'a emporté. J'ai appelé Michael Parker depuis le bureau de Patricia, avec elle assise à côté de moi, le téléphone sur haut-parleur. Madame Morrison, a-t-il dit, sa voix douce et chaleureuse. Entraînée. Merci d'avoir rappelé. Je comprends qu'il y a eu des tensions familiales. C'est une façon de le dire. Je veux que vous sachiez que Madison et Riley se sentent tous les deux très mal de la façon dont les choses se sont déroulées. Ces jeunes, ils sont stressés. Ils disent des choses qu'ils ne pensent pas, sa voix était paternelle, compréhensive, la voix de quelqu'un habitué à aplanir les problèmes, à conclure des marchés. Je suis sûr que nous pouvons résoudre cela sans avocat et sans blesser les sentiments. Monsieur Parker, êtes-vous au courant que votre fille et mon fils me doivent 237 000 $? Une pause. Brève, mais révélatrice. Madison a mentionné que vous aviez été très généreuse au fil des ans. De généreux cadeaux pour les aider à construire leur vie. Des prêts, ai-je corrigé, qu'ils ont refusé de rembourser. Eh bien, c'est une question d'interprétation, n'est-ce pas? Dans les familles, on s'entraide. J'ai aidé Madison aussi. Je ne tiens pas de registre. Son ton s'est légèrement refroidi. Franchement, Madame Morrison, cette action en justice est embarrassante pour toutes les personnes impliquées. Que penseraient les gens? C'était ça. La vraie préoccupation, les apparences, la réputation professionnelle de Madison, leur statut dans la communauté. Monsieur Parker, a interjeté Patricia en douceur. Ici Patricia Chen, l'avocate de Madame Morrison. Si votre fille et votre gendre souhaitent régler cette affaire, ils peuvent présenter une proposition de remboursement raisonnable par les voies appropriées. C'est exactement le problème, a dit Michael Parker, sa voix se durcissant. Les avocats transforment les affaires de famille en transactions commerciales. Ava, si vous continuez sur cette voie, vous perdrez votre fille pour toujours. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour de l'argent? Les mots étaient conçus pour blesser, et ils l'ont fait. Mais j'avais eu le temps de réfléchir, le temps de pleurer, le temps de me mettre en colère. J'ai déjà perdu mon fils, dis-je tranquillement. Le jour où il m'a dit que je n'étais pas de la famille. L'argent n'est que la preuve de combien de temps je l'avais déjà perdu. Vous faites une erreur. Cet appel est terminé, a dit Patricia et a déconnecté. Je suis restée assise là, les mains tremblantes, mais non pas de peur, de rage. Ils essayaient de me faire sentir coupable d'attendre une décence de base, un respect de base, un remboursement de base de ce qui m'était dû, comme si vouloir la dignité était en quelque sorte mal. Cet après-midi-là, une enveloppe est arrivée par coursier. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Riley. Son écriture, pas l'écriture précise et professionnelle de Madison. Maman, je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai gravement merdé. Madison et moi en avons parlé et nous voulons réparer ça. On ne peut pas te rembourser d'un coup. On n'a pas ce genre d'argent. Mais si on te donnait 1 000 $ par mois? On pourrait commencer tout de suite. On pourrait de nouveau dîner ensemble, être une famille. Tu me manques tellement. Nos dîners du dimanche me manquent. Appeler juste pour parler me manque. S'il te plaît, pouvons-nous simplement revenir à la situation d'avant? Amour, Riley. 1 000 $ par mois. J'ai fait le calcul dans ma tête de la même manière que je calculais les doses de médicaments pendant les quarts de nuit. À ce rythme, il faudrait 237 mois pour me rembourser. 19 ans et 9 mois. J'aurais 86 ans. Et il voulait revenir à la situation d'avant. Avec moi donnant, eux prenant, et moi étant reconnaissante pour les miettes d'affection qu'il me jetait.
J'ai apporté la lettre à mon rendez-vous café hebdomadaire avec Suzanne. Nous avions commencé à nous rencontrer tous les mardis dans un café près de l'hôpital où nous travaillions. Le propriétaire, Marco, nous offrait toujours des recharges gratuites à la table du coin près de la fenêtre. Suzanne a lu la lettre de Riley et a reniflé. En fait, elle a reniflé dans son cappuccino. 19 ans, a-t-elle dit en la rendant. Il parie que tu mourras avant. Suzanne. Je suis sérieuse, Ava. Regarde les calculs. Il ne t'offre rien et espère que tu seras reconnaissante pour des miettes. Elle s'est penchée en avant, sa voix intense. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais je savais. Au fond, je savais que je n'allais pas accepter de miettes. Le mardi matin, Patricia a appelé avec une mise à jour. Webb a envoyé leur réponse formelle, a-t-elle dit. Vous allez vouloir vous asseoir pour ça. J'étais déjà assise, mais j'ai quand même serré le bras de ma chaise. Ils offrent 25 000 $, payés sur 5 ans. 5 000 $ par an. Le chiffre était si absurde que j'ai éclaté de rire. Un son amer et creux. C'est à peine 10%. Je sais, et il y a plus. Ils veulent que vous signiez une décharge stipulant que vous ne poursuivrez jamais pour des fonds supplémentaires, que vous ne parlerez jamais publiquement de cette affaire, et que vous reconnaissez que tous les transferts précédents étaient des cadeaux faits librement sans attente de remboursement. Ils veulent que je mente. Essentiellement, oui. Ils veulent que vous renonciez à vos droits et à votre vérité en échange de 10 centimes par dollar. J'ai fermé les yeux. J'ai vu le visage de Riley à 5 ans, édenté et confiant. Je l'ai vu à 15 ans, brisé et en deuil après la perte de son père. Je l'ai vu à 22 ans, diplômé de l'école de commerce, me promettant que tous mes sacrifices porteraient leurs fruits. Que recommandez-vous? Nous le rejetons complètement. Et nous leur faisons savoir que nous sommes prêts à intenter un procès. Combien de temps cela prendra-t-il? Pour déposer la plainte, 1 semaine, peut-être 2. Pour aller réellement au procès. Patricia a marqué une pause. Ça pourrait être 6 mois, ça pourrait être 1 an. Ça dépend de leur stratégie. 1 an? 1 an de cette douleur, de ce conflit, de ce rappel quotidien que mon fils avait choisi l'argent et sa femme plutôt que sa propre mère. Mais quelle était mon alternative? Accepter leur offre insultante et passer le reste de ma vie en sachant que je les avais laissés gagner. Déposez-la, dis-je. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé ma sœur. Jennifer vivait en Arizona avec son mari, Tom. Nous nous parlions peut-être 3 ou 4 fois par an. Noël, les anniversaires, une mise à jour occasionnelle. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, même enfant. Elle avait 5 ans de moins et au moment où elle était assez âgée pour être intéressante, j'étais déjà à l'école d'infirmière. Mais elle était de la famille. De la vraie famille, pas le genre conditionnel que Riley offrait. Ava, elle a semblé surprise. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment, non. Je lui ai tout raconté. Jennifer a écouté en silence, faisant occasionnellement de petits bruits d'incrédulité. 237 000, a-t-elle finalement dit. Jésus, Ava, je savais que tu l'aidais, mais je ne savais pas que c'était autant. Moi non plus. Pas avant de tout additionner. Et Madison t'a vraiment dit de partir sur ton seuil? Famille seulement, a-t-elle dit. Jennifer est restée silencieuse un long moment. Puis, je ne l'ai jamais aimée. Je sais que je n'ai jamais rien dit, mais non. Il y avait toujours quelque chose de calculateur chez elle. La façon dont elle regardait tout comme si elle en évaluait la valeur. Pourquoi n'as-tu rien dit? Aurais-tu écouté? Probablement pas. À l'époque, j'étais si heureuse que Riley ait trouvé quelqu'un, si soulagée qu'il ne serait pas seul. J'avais ignoré les signaux d'alarme, la façon dont Madison ramenait toujours la conversation à l'argent, la façon dont elle faisait de petits commentaires sur mon appartement pittoresque, la façon dont elle avait suggéré que je pourrais vouloir mettre à jour ma garde-robe pour leur fête de fiançailles. Je suis fière de toi, a dit Jennifer, de leur avoir tenu tête. Maman serait fière aussi. Notre mère. La femme qui nous avait élevés seuls après le départ de notre père. La femme qui avait travaillé 3 emplois pour nous nourrir et nous vêtir. La femme qui m'avait appris à faire des tartes aux pommes et à ne jamais laisser personne me faire sentir petite. Elle est morte il y a 10 ans, me laissant ce petit héritage que j'avais ensuite donné à Riley.
Elle aurait été furieuse. Merci, Jen. Tu as besoin de quelque chose? De l'argent pour l'avocat? Un endroit où rester si les choses deviennent bizarres? Ça va, mais merci. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement silencieux et j'ai pleuré. Pas de tristesse cette fois, de soulagement, de la prise de conscience que je n'étais pas complètement seul, qu'il y avait des gens qui voyaient ma valeur, qui m'appréciaient pour plus que mon compte en banque. Le mercredi, j'ai commencé à assister au groupe de soutien que le père Miguel avait mentionné. Il se réunissait dans le sous-sol de l'église chaque semaine, un cercle de 8 personnes confrontées à des situations familiales difficiles. L'animatrice était une femme nommée Docteur Sarah Kim, une thérapeute qui donnait de son temps. Elle avait la quarantaine, était chaleureuse et sans jugement, avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Nous avons un nouveau membre aujourd'hui, a-t-elle dit en me désignant. Voudriez-vous vous présenter? Je m'appelle Ava, dis-je. J'ai 67 ans. Mon fils et sa femme me doivent 237 000 $ et m'ont récemment dit que je ne faisais plus partie de leur famille. Les mots semblaient surréalistes à voix haute, mais personne dans le cercle n'a semblé choqué. Ils ont juste hoché la tête avec compréhension. Tom, un homme de mon âge aux mains calleuses et aux yeux tristes, a parlé le premier. Mon fils a volé mon identité, a pris des cartes de crédit à mon nom, a ruiné mon crédit. Je l'ai découvert quand les agents de recouvrement ont commencé à appeler. Maria, une femme élégante au début de la soixantaine avec des cheveux argentés. Ma fille m'a convaincu de mettre son nom sur ma maison. Puis elle l'a vendu sans me le dire et m'a mise dans une maison de retraite. Elle a gardé tout l'argent. Robert, fin de la soixantaine, ancien enseignant. Mes enfants m'ont mis dans une maison et ont vendu ma maison pour la payer. Ils ne m'ont jamais demandé si je voulais y aller. Ils ne m'ont jamais rendu visite. Je n'en suis sorti que parce qu'une assistante sociale m'a aidé. Chaque histoire était pire que la précédente. Et pourtant, tout le monde survivait, se battait, reprenait sa vie en main. La partie la plus difficile, a dit Maria, me regardant directement, est d'accepter que la personne que vous aimiez n'est pas celle que vous pensiez qu'elle était. Ma fille n'est pas la petite fille que j'ai élevée. Cette personne a disparu, si elle a jamais existé. J'ai dû faire son deuil comme une mort. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, parce qu'elle avait raison. Je faisais le deuil de Riley. Non pas de l'adulte qu'il était devenu, mais de l'enfant qu'il avait été, du fils que j'avais imaginé qu'il était. Qu'est-ce qui vous a aidé à avancer? Ai-je demandé. Accepter que je méritais mieux. Que ma valeur n'était pas liée à son amour ou à son approbation. Maria a souri tristement. Et trouvé des gens qui se souciaient vraiment de moi, pas de ce que je pouvais leur donner. Après la réunion, 3 membres ont échangé leur numéro avec moi. Tom m'a invité à une soirée de jeu le vendredi que son groupe organisait au centre pour personnes âgées. Robert m'a proposé de me présenter à son club de lecture. Maria a suggéré que nous prenions un café un de ces jours. Ces étrangers, des gens que je connaissais depuis moins de 2 heures, m'offraient plus de chaleur et de communauté que mon propre fils ne l'avait fait depuis des mois. J'ai dit oui à tout. Cette semaine-là, j'ai recommencé à dire oui à la vie. Oui à la soirée de jeu de Tom, où j'ai découvert que j'étais étonnamment doué au Scrabble. Oui au club de lecture de Robert, où nous avons discuté de mystères et de thrillers autour d'un verre de vin et de fromage. Oui au bénévolat dans le programme des infirmières à la retraite de l'hôpital, aidant à encadrer de jeunes infirmières comme j'avais été encadré autrefois. Oui au cours de poterie au centre communautaire que Suzanne me harcelait d'essayer depuis des mois. Mon premier bol était de travers et laid, et je l'ai adoré. Mon calendrier s'est rempli. Mon appartement, qui avait ressemblé à une prison de solitude, est devenu un endroit où je voulais réellement retourner. Un lieu de paix, pas de honte. Riley a appelé 2 fois de plus cette semaine-là, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Maman, s'il te plaît. On doit en parler comme des adultes. Je ne comprends pas pourquoi tu es si têtu. On essaie de réparer les choses. Le père de Madison est très contrarié. Il pense que tu essaies de ruiner notre réputation. J'ai transféré les messages à Patricia et j'ai continué à vivre ma vie. Ils perdent le contrôle du récit, a observé Patricia lors de notre point hebdomadaire. Ils paniquent parce que vous ne réagissez pas comme ils s'y attendaient. À quoi s'attendaient-ils? Que vous cédiez, que vous acceptiez leur aumône et que vous soyez reconnaissante. Que vous donniez la priorité à être une bonne mère plutôt qu'à être respectée. Patricia s'est penchée en avant.
Vous faites quelque chose qu'ils n'ont jamais anticipé. Vous vous choisissez. C'était étrange de me choisir. J'avais passé 32 ans à mettre Riley en premier. Chaque décision filtrée par la question « Est-ce bon pour Riley ? Est-ce que cela aidera Riley ? De quoi Riley a-t-il besoin ? Maintenant, je demandais « De quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce que je mérite ?» Les réponses étaient révolutionnaires. 3 semaines après l'offre rejetée, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu un email, non pas de Riley, ni de Madison, ni de leur avocat, mais d'une adresse que je ne reconnaissais pas, serum47@gmail.com. L'objet était « Vous devriez connaître la vérité sur Madison ». Mon premier réflexe a été de le supprimer. C'était probablement du spam ou pire, une sorte de piège. Mais la curiosité l'a emporté. Chère Madame Morrison, vous ne me connaissez pas, mais je connais Madison. Nous étions colocataires à l'université, de la première à la dernière année. J'ai vu votre affaire mentionnée sur un blog juridique. Apparemment, elle attire l'attention dans les cercles du droit de la famille. Je ne sais pas si cela aidera, mais je pense que vous devriez comprendre qui est vraiment Madison. Ou peut-être qui elle est devenue. Le père de Madison est parti quand elle avait 8 ans. Il a juste fait ses valises un jour et n'est jamais revenu. Sa mère s'est remariée en un an avec un homme nommé David, qui a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas d'une belle fille. Madison a été envoyée en pension à 12 ans. Pas une belle, une bon marché, à peine un cran au-dessus d'un foyer d'accueil. Elle y passait les vacances d'été, Noël. Je ne pense pas que sa mère lui ait rendu visite plus de 2 fois par an. À l'université, Madison a eu 3 emplois. Elle a payé ses études sans l'aide de personne. Elle était brillante, ambitieuse, terrifiée à l'idée de dépendre de qui que ce soit. Je n'excuse pas ce qu'elle vous a fait, mais je pensais que vous devriez savoir que Madison voit la générosité comme une dette. Cela la terrifie. Quiconque l'aide devient quelqu'un qui a du pouvoir sur elle, et elle ne peut pas le supporter. Elle a repoussé tous les mentors qui ont essayé de l'aider. Elle a brûlé les ponts avec les professeurs qui lui ont écrit des recommandations. Elle m'a même coupé les ponts quand je lui ai prêté $500 en dernière année. Elle me les a remboursés avec intérêt et ne m'a plus jamais parlé. Je pense qu'avec vous, avec la mère de Riley, elle a vu quelqu'un qui aurait toujours une emprise sur son mari. Quelqu'un qui pourrait toujours lui rappeler que la famille de Madison l'a abandonné alors que sa mère a tout sacrifié. Je ne sais pas si comprendre cela change quelque chose, mais je pensais que vous méritiez de savoir. Sarah Mitchell. J'ai lu l'email 3 fois. Puis je me suis rassise dans mon fauteuil, mon esprit tourbillonnant. Madison n'était pas seulement avide. Elle était blessée, terrifiée, s'en prenant à la personne qui représentait tout ce qu'elle n'avait jamais eu, un parent qui est resté, qui a sacrifié, qui a aimé inconditionnellement. Est-ce que cela excusait son comportement? Non. Est-ce que cela rendait la cruauté moins douloureuse? Non. Mais cela ajoutait du contexte, de la nuance. Cela rendait Madison humaine au lieu de simplement maléfique. J'ai pensé à ma propre mère. Froide, critique, impossible à satisfaire. J'avais juré que je serais différente avec Riley, que je serais chaleureuse, solidaire et toujours là. Peut-être que j'étais allé trop loin. Peut-être que je l'avais étouffé, l'avais rendu dépendant, l'avais empêché de devenir vraiment indépendant. Peut-être que Madison et moi étions toutes les deux endommagées de différentes manières. Elle avait été abandonnée. J'avais été surprotectrice. Nous avions toutes les deux réagi en créant l'extrême opposé, et Riley était pris au milieu, tiré entre deux femmes qui n'avaient jamais appris un équilibre sain. J'ai transféré l'email à Patricia avec une note, contexte, pas excuse, mais je pensais que vous devriez voir ça. Sa réponse est venue en 1 heure. Intéressant. Ça ne change pas la loi, mais ça pourrait changer notre approche des discussions de règlement. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis le début de tout ça. J'ai sorti les vieux albums photos, ceux avec les photos de bébé de Riley, son enfance, son adolescence. Des photos de Robert, jeune et en bonne santé, tenant notre nouveau-né avec émerveillement dans les yeux. J'avais évité ces albums. Trop douloureux. Mais maintenant, j'avais besoin de me souvenir. Il y avait Riley, 5 ans, couvert de boue, souriant à l'appareil photo après m'avoir aidé à jardiner. Riley à 10 ans, édenté, brandissant son premier bulletin de notes avec que des A. Riley à 15 ans, essayant d'avoir l'air courageux aux funérailles de son père, mon bras autour de ses épaules.
Riley a 18 ans, jour de remise des diplômes, l'air perdu et trouvé en même temps. Riley a 25 ans, jour de son mariage. Je l'avais accompagné à l'hôtel puisque Robert n'était pas là pour le faire. Sur la photo, Riley regardait Madison avec tant d'espoir, tant d'amour. Madison regardait l'appareil photo, son sourire parfait et contrôlé. J'ai fermé l'album. Ce petit garçon avait disparu. L'adolescent en deuil avait disparu. Le jeune marié plein d'espoir avait disparu. À leur place se trouvait un homme de 32 ans qui avait choisi la cruauté de sa femme plutôt que l'amour de sa mère. Je devais faire son deuil. Vraiment faire son deuil. Laisser aller celui que j'avais espéré qu'il deviendrait et accepter celui qu'il était réellement. Le dimanche, je suis de nouveau allé à la messe. Le sermon du Père Miguel portait sur le pardon. Et je me suis demandé s'il l'avait choisi spécialement pour moi. Le pardon, a-t-il dit depuis la chair, ne signifie pas accepter l'abus. Il ne signifie pas laisser les gens continuer à vous blesser. Il signifie libérer le poison de l'amertume pour qu'il ne vous détruise pas de l'intérieur. Après la messe, j'ai allumé une bougie pour Robert. Je lui ai demandé, où qu'il soit, si je faisais ce qu'il fallait. La flamme de la bougie a vacillé mais n'a pas répondu. Le lundi matin, Patricia a appelé avec des nouvelles. Ils veulent se rencontrer en personne. Médiation, déjà. Ils ont peur, Ava. Webb sait qu'ils n'ont pas de dossier. Ils essaient de régler avant que nous n'intentions le procès. Quand? Ce vendredi. Médiation ordonnée par le tribunal avec le juge Harrison. C'est un terrain neutre. Nous présentons nos preuves, ils présentent leur cas, et le juge facilite la discussion. Mon estomac s'est noué. Est-ce que je dois les voir? Oui, c'est tout l'intérêt. Mais je serai là. Vous ne serez pas seul. Vendredi, dans 4 jours. 4 jours pour me préparer à m'asseoir en face de mon fils et de sa femme et exiger qu'ils remboursent ce qu'ils ont volé. D'accord, dis-je. Je serai prête. Je n'étais pas prête. Le jeudi soir, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, répétant ce que je dirais. Comment je garderais mon sang-froid? Comment je ne pleurerais pas, ne me mettrais pas en colère, ne supplierais pas? À 3 heures du matin, je me suis levé et j'ai fait du thé. De la camomille, celle que ma mère me faisait quand je n'arrivais pas à dormir enfant. Je me suis assise à ma table de cuisine, la même table où j'avais fait les devoirs de Riley avec lui, où nous avions mangé d'innombrables dîners, où il m'avait raconté son premier jour de maternelle, son premier chagrin d'amour et sa demande en mariage à Madison. Mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. Maman, c'est moi. J'utilise le téléphone d'un ami parce que je savais que tu ne répondrais pas au mien. S'il te plaît, ne va pas à la médiation demain. S'il te plaît, on peut régler ça nous-mêmes. Madison est prête à négocier. Juste nous 3. Pas d'avocat, s'il te plaît. J'ai regardé le message. Pas d'avocat. Juste nous 3. Ce qui signifiait en réalité juste Madison et moi, avec Riley comme son soutien silencieux. J'ai répondu par texto, à demain à la médiation. Puis j'ai bloqué le numéro. Le vendredi est arrivé, froid et gris. Je me suis habillé avec soin dans mon plus beau tailleur bleu marine, celui que j'avais acheté pour les funérailles de Robert et que j'avais rarement porté depuis. J'ai mis le collier de perles que Robert m'avait offert pour notre 20e anniversaire. Des boucles d'oreilles en or simple, un maquillage minimal. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu une femme de 67 ans qui avait travaillé toute sa vie, qui avait élevé un fils seul, qui avait tout sacrifié. Une femme qui méritait mieux que ça. Patricia est venue me chercher à 8h30. Le palais de justice était en centre-ville, un imposant bâtiment de granit et de verre. Souvenez-vous, a dit Patricia en entrant, restez calme. Ne les laissez pas vous voir émotives. Vous êtes ici pour les affaires, pas pour la réconciliation. La salle de médiation était stérile et sans fenêtre. Une longue table, des chaises inconfortables, un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un air légèrement malade. Le juge Harrison était déjà là, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier et aux yeux vifs. Elle m'a fait un signe de tête bienveillant. Madame Morrison, merci d'être venue. Riley et Madison sont arrivés 10 minutes plus tard avec Marcus Webb, leur avocat. Webb était exactement ce à quoi je m'attendais, milieu de la quarantaine, costume cher,
yeux de requin qui évaluaient et calculaient. Mais c'est Riley que je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Il avait une mine affreuse, plus mince que lorsque je l'avais vu par ma fenêtre. Des cernes sombres sous les yeux. Son costume flottait sur lui comme s'il avait récemment perdu du poids. Il ne voulait pas croiser mon regard. Madison, en revanche, avait l'air parfaite. Cheveux coiffés, maquillage impeccable, tailleur de créateur qui coûtait probablement plus qu'un mois de mon ancien salaire d'infirmière. Elle s'est assise avec l'assurance de quelqu'un qui avait gagné avant de commencer. « Commençons », a dit le juge Harrison. « C'est une médiation, pas un procès. Nous sommes ici pour voir si nous pouvons parvenir à un accord que les deux parties peuvent accepter. Monsieur Webb, voulez-vous commencer ?» Webb a ouvert sa mallette et a sorti un dossier. « Votre honneur, c'est un simple cas de dons familiaux requalifiés en dette après un désaccord personnel. Madame Morrison a généreusement aidé son fils et sa belle-fille au fil des ans. Maintenant, suite à un différend familial mineur, elle tente de prétendre qu'il s'agissait de prêts. Généreusement prêtés, a interrompu Patricia en douceur. Nous avons des documents de plusieurs cas où les fonds ont été qualifiés de prêts par les défendeurs eux-mêmes. Prétendument, a rétorqué Webb. Patricia a fait glisser un dossier sur la table. Messages textes, messages vocaux, correspondance par email, tous faisant référence à des prêts, à un remboursement et à une aide temporaire. Voulez-vous que je les lise à voix haute ? J'ai observé attentivement le visage de Madison. Son masque professionnel est resté en place, mais sa mâchoire s'est légèrement crispée. Webb a ouvert le dossier, a parcouru le contenu. Son expression n'a pas changé, mais il a pris une pause plus longue avant de répondre. Ceux-ci sont sortis de leur contexte. Voulez-vous que je joue le message vocal où votre client dit explicitement, et je cite, « Merci pour le prêt, maman. Je te le rendrai le mois prochain ?» Patricia avait son téléphone prêt. Je l'ai en attente. Le visage de Riley est devenu pâle. La main de Madison a serré son bras, ses phalanges blanches. Le juge Harrison a regardé Webb. « Maître, avez-vous des preuves qu'il s'agissait de cadeaux ? La nature de la relation familiale. Je demande des documents, pas des suppositions. » Webb n'avait rien. Nous le savions tous. Discutons d'un règlement, a dit le juge Harrison. Monsieur Webb, que sont prêts à offrir vos clients ? 25 000 $, payés sur 5 ans. Je n'ai pas ri cette fois. Je m'y étais préparé. C'est insultant, dis-je, ma voix stable et froide. Ils me doivent 237 000 $. J'ai des preuves. Ils n'ont aucune défense. Et ils m'offrent des miettes. Madame Morrison, a commencé Webb, vous devez être réaliste. Réaliste ? Je me suis penché en avant. Laissez-moi vous dire ce qui est réaliste. Vous n'avez pas de dossier. Vous avez des clients qui sont des menteurs documentés. Et chaque jour que cela traîne, plus de preuves font surface. J'ai sorti mon propre dossier. Pas plus tard que la semaine dernière, 6 personnes m'ont contacté avec des histoires sur la façon dont Madison a isolé Riley de sa famille et de ses amis. J'ai une trace écrite de manipulation systématique. Alors, oui, soyons réalistes. Vos clients vont perdre, et ils vont perdre lourdement. Le masque de Madison s'est finalement fissuré. Vous faites ça pour nous détruire, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je fais ça pour récupérer ce que vous avez volé. On n'a rien volé, la voix de Madison a monté. Tu as donné cet argent parce que tu voulais te sentir importante, parce que sans ça, tu n'es qu'une vieille femme seule qui n'a rien à offrir. La pièce est devenue silencieuse. Même Webb semblait mal à l'aise. Madison, a murmuré Riley. Mais elle était au-delà de toute écoute. Elle s'est levée, les mains posées sur la table, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'attendais pas. De la douleur. Une douleur profonde, jusqu'à l'os. Tu veux parler de manipulation, la voix de Madison s'est brisée. Et toi, qui te présente sans invitation, qui appelle constamment, qui t'immisce dans toutes nos décisions. Tu ne nous as pas donné cet argent pour nous aider. Tu l'as utilisé pour acheter le contrôle, pour acheter de l'importance dans nos vies. Ça suffit, a dit sèchement le juge Harrison. Madame Parker Morrison, je vous suggère de laisser votre avocat parler pour vous. Mais Madison n'avait pas fini. Tu as eu ton tour en famille. C'est le nôtre. Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser tranquilles ? Et c'était ça, la blessure sous la colère.
Madison n'avait pas seulement été avide. Elle avait été terrifiée. Terrifiée que j'ai toujours une emprise sur Riley qu'elle ne pourrait pas égaler. Terrifiée que son amour pour moi signifie moins d'amour pour elle. Terrifiée d'être abandonnée à nouveau, comme son père l'avait abandonnée, comme sa mère l'avait abandonnée en pension. J'ai regardé Riley. Vraiment regardé. Savais-tu qu'elle allait dire ça, ai-je demandé tranquillement. Savais-tu qu'elle pense que t'aider, c'était acheter le contrôle? Maman. Réponds à la question. Riley a regardé Madison, Webb, la table, n'importe où sauf moi. Elle est contrariée, a-t-il finalement dit. Ce n'est pas une réponse. Crois-tu ce qu'elle vient de dire? Que je t'ai donné de l'argent pour te manipuler? Le silence s'est étiré. Les mains de Riley tremblaient. Ses yeux étaient humides. Je pense, il a dégluti difficilement. Je pense qu'on a tous les deux échoué l'un envers l'autre, maman. Je l'ai regardé. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Tu m'as rendu trop dépendant, a poursuivi Riley, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu as résolu tous les problèmes, tout réparé. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seul. Et puis Madison est arrivée et elle était si indépendante, si forte, et je pensais. Je pensais qu'elle pourrait peut-être m'apprendre ce que tu ne pouvais pas, il s'est essuyé les yeux. Mais elle m'a rendu trop indépendant. Coupé de tous ceux qui m'aimaient. Et je ne sais plus qui je suis sans quelqu'un pour me le dire. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des années. Et ça m'a brisé le cœur, parce qu'il avait raison. On avait tous les deux échoué l'un envers l'autre. Je l'avais trop aimé de la mauvaise manière. Madison l'avait trop peu aimé d'une autre mauvaise manière. Et Riley était pris au milieu, brisé par nous deux. Alors nous n'avons plus rien à discuter, dis-je en me levant. Patricia, allons-y, Madame Morrison, la médiation n'est pas terminée, a commencé le juge Harrison. Si, elle l'est. J'ai regardé Madison, puis Riley. On se voit au tribunal. Patricia et moi sommes sortis. Derrière nous, j'ai entendu le murmure furieux de Webb, la réplique sèche de Madison, la faible protestation de Riley. Dans l'ascenseur, Patricia m'a serré l'épaule. C'était parfait. Elle vient de nous donner tout ce dont on avait besoin. Que veux-tu dire? Le médiateur a été témoin de son vrai caractère. Si ça va au procès, cette explosion la suivra. Et l'aveu de Riley, on a tous les deux échoué l'un envers l'autre. Ça montre qu'il reconnaît une faute. Patricia a souri sombrement. Ils viennent de perdre toute sympathie qu'ils auraient pu avoir. Dehors, le soleil de printemps ressemblait à une bénédiction malgré le froid. J'ai respiré profondément, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, on se prépare pour le procès. Et on s'assure que tout le monde sache exactement à qui ils ont affaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'arrêter de penser aux mots de Riley. On a tous les deux échoué l'un envers l'autre. Il avait raison. Je l'avais rendu dépendant. Je pensais le protéger après la mort de Robert, mais je l'avais en fait handicapé, l'empêchant d'apprendre à résoudre ses propres problèmes, à faire ses propres erreurs, à se tenir sur ses propres pieds. Je lui avais fait ce que ma mère m'avait fait, je l'avais aimé d'une manière qui contrôlait plutôt que de libérer. Et Madison, blessée par son propre abandon, était allée trop loin dans l'autre sens, l'avait coupé de tout le monde, l'avait isolé, l'avait forcé à choisir entre son passé et son avenir. Deux femmes blessées, un homme brisé pris entre elles. Je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé et une feuille de papier. J'ai commencé à écrire, chose que j'ai mal faite, 1. J'ai pris toutes les décisions pour lui. 2. Je ne l'ai jamais laissé échouer. 3. J'ai utilisé l'argent pour rester au centre de sa vie. 4. Je ne lui ai pas appris l'indépendance. Chose que j'ai bien faite, 1. Je l'ai aimé inconditionnellement. 2. Je me suis sacrifié pour son éducation. 3. J'ai toujours été là. 4. J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais. La vérité était compliquée. Je n'étais pas une mère parfaite. Mais je n'étais pas non plus une méchante. Et Madison non plus, en réalité, juste une femme effrayée essayant de se protéger de la seule manière qu'elle connaissait. Mais cela ne rendait pas ce qu'ils avaient fait acceptable. Comprendre n'était pas la même chose qu'excuser. Ils avaient quand même pris mon argent, m'avaient quand même mise de côté, m'avaient quand même traité comme si j'étais jetable, et ils devaient encore faire face aux conséquences. Le dimanche,
je suis de nouveau allé au groupe de soutien, je leur ai parlé de la médiation, de l'explosion de Madison, de l'aveu de Riley. Ça a dû être difficile à entendre, a dit doucement le docteur Kim. Ça l'était. Mais c'était aussi vrai. Je l'ai rendu dépendant. Je pensais être une bonne mère, mais en fait je l'empêchais de grandir. Maria s'est penchée et m'a serré la main. On fait tous des erreurs en tant que parents. La question est, est-ce que ça veut dire que tu mérites d'être exploité financièrement? Non. Est-ce que ça veut dire que tu mérites d'être mise de côté? Non. Alors continue de te battre. Pas pour la vengeance, pour la justice et pour toi-même. Tom a pris la parole. Mon fils m'a blâmé aussi. Il a dit que j'avais été trop confiant, trop naïf, que je lui avais facilité la tâche pour voler mon identité. Et vous savez quoi? Peut-être que j'avais été trop confiant, mais ça ne lui donnait pas le droit de détruire mon crédit. Exactement, a ajouté Robert. Mes enfants ont dit que j'étais trop difficile, trop ancré dans mes habitudes, que la maison de retraite était pour mon propre bien. Peut-être que j'étais difficile, mais ça ne leur donnait pas le droit de vendre ma maison sans me demander. Tout le monde avait la même histoire. Des parents imparfaits qui avaient fait des erreurs, oui, mais qui ne méritaient pas d'être abusés, exploités ou abandonnés à cause de ces erreurs. Après la réunion, Maria m'a invité à déjeuner. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien près de l'église. Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit au groupe, a-t-elle dit en dégustant une soupe minestrone. Après que ma fille a vendu ma maison, après que je suis sorti de cette maison de retraite, je lui ai écrit une lettre. Je ne l'ai jamais envoyée, mais j'avais besoin de l'écrire. Qu'est-ce qu'elle disait? Que je lui pardonnais. Que je comprenais qu'elle était blessée à sa manière, que je prenais la responsabilité de ma part dans notre relation brisée. Les yeux de Maria étaient humides. Mais que je ne pouvais plus la voir dans ma vie. Que le pardon ne signifiait pas la réconciliation. Est-ce que ça a aidé de l'écrire? Oui, parce que j'ai réalisé quelque chose. Je pouvais lui pardonner et me protéger quand même. Je pouvais comprendre sa douleur et exiger la justice quand même. Ce ne sont pas des choses mutuellement exclusives. J'y ai pensé toute l'après-midi. Pourrais-je pardonner à Riley et Madison et les poursuivre en justice quand même? Pourrais-je reconnaître mes propres échecs et exiger un remboursement quand même? Pourrais-je comprendre les blessures de Madison et refuser d'être sa victime quand même? La réponse, ai-je réalisé, était oui. Oui à tout ça. La complexité n'était pas une faiblesse. C'était de la sagesse. Ce soir-là, j'ai écrit ma propre lettre à Riley, au fils que j'avais élevé, aimé et échoué à ma manière. Riley, je comprends maintenant que nous avons tous les deux fait des erreurs. Je t'ai rendu trop dépendant. Je t'ai étouffé quand j'aurais dû te laisser lutter. J'ai utilisé l'argent pour rester au centre de ta vie parce que j'étais terrifié à l'idée de te perdre, comme j'ai perdu ton père. Je suis désolé pour ça. Vraiment désolé. Mais mes erreurs n'excusent pas les tiennes. Elles n'excusent pas le fait d'avoir pris 237 000 $ et de ne jamais les avoir remboursés. Elles n'excusent pas le fait d'avoir laissé ta femme me jeter comme un déchet. Elles n'excusent pas le fait d'avoir choisi le confort plutôt que le courage. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Tu es mon fils et rien ne change ça. Mais je ne peux plus être dans ta vie. Pas comme ça. Pas comme quelqu'un que tu utilises et jettes. Pas comme quelqu'un de qui tu prends mais à qui tu ne donnes jamais. Peut-être qu'un jour, quand tu auras appris à te débrouiller seul, quand tu auras trouvé ta propre voie au lieu de faire écho à celui qui est le plus fort dans la pièce, nous pourrons réessayer. Mais d'ici là, je dois me choisir. Je te pardonne, mais je te poursuis quand même en justice. Maman. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans une enveloppe, je l'ai adressée, je l'ai timbrée, puis je l'ai mise dans un tiroir. Je n'étais pas encore prête à l'envoyer. Peut-être que je ne le serai jamais, mais l'écrire m'avait aidé. Cela m'avait aidé à voir que l'amour et les limites n'étaient pas des contraires, que le pardon et la justice pouvaient coexister, que je pouvais faire le deuil de mon fils et le combattre en même temps. La semaine après la médiation, mon appartement est devenu une salle de guerre. Patricia est venue mardi soir avec des boîtes de documents. Nous avons tout étalé sur ma table de cuisine, relevés bancaires, messages textes, emails, messages vocaux, transcrits et annotés. Le procès est dans 3 semaines, a-t-elle dit en organisant les papiers en pile bien nette. La juge Martinez est connue pour être pragmatique. Elle ne tolère pas les jeux,
et elle a la réputation de protéger les droits des aînés. Est-ce bon pour nous? Très bon. Mais nous devons quand même être prêts à tout ce que Webb pourrait nous lancer. Suzanne est arrivée avec du café et des sandwichs. Elle était devenue mon assistante officieuse, m'aidant à organiser l'épreuve, me nourrissant, s'assurant que je ne sombrais pas dans l'anxiété. Quelle est la stratégie? A demandé Suzanne en versant du café dans des tasses dépareillées. Patricia a sorti un bloc-notes. Nous établissons un schéma clair. Ava fournit de l'argent. Riley promet de la rembourser. Riley ne la rembourse jamais. Répété pendant 5 ans. Ensuite, nous montrons la manipulation, les commentaires de Madison, l'isolement social, le rejet soudain. Et l'aveu de Riley, ai-je demandé. À la médiation, il a dit on a tous les deux échoué l'un envers l'autre. C'est compliqué. Patricia a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Ça montre une certaine prise de conscience, ce qui pourrait le rendre plus sympathique à un jury, mais ça admet aussi une faute. On peut l'utiliser dans les deux sens. Y aura-t-il un jury? Oui. 6 personnes. Il faut qu'il vous voie comme une figure sympathique, une mère travailleuse qui a été exploitée, pas une vieille femme amère cherchant la vengeance. Les mots m'ont piqué, mais j'ai compris. La perception comptait au tribunal. Le mercredi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Madame Morrison, ici le docteur Hélène Vasquez. Je suis une thérapeute familiale. Madison Parker Morrison m'a demandé de vous contacter. Mon estomac s'est noué. J'écoute. Madison aimerait participer à des séances de thérapie familiale avec vous et Riley pour résoudre ses problèmes avant le procès. Pas d'avocat, juste de la thérapie? C'est exact. Un espace neutre pour communiquer et guérir. J'ai failli rire. Dites à Madison que si elle veut communiquer, elle peut le faire par l'intermédiaire de son avocat ou au tribunal. Ce sont ses options. Madame Morrison, je comprends votre blessure, mais est-ce que vous comprenez ce que c'est que de se faire dire par son fils qu'on n'est pas de la famille? De découvrir qu'on a donné $250 000 à des gens qui vous voient comme un distributeur automatique? Le docteur Vasquez est resté silencieux un moment. Non, je ne le comprends pas. Je suis désolé. Alors s'il vous plaît, ne me dites pas ce que je devrais faire. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Suzanne, qui avait fait semblant de ne pas écouter, est venue et a mis son bras autour de mes épaules. Ils essaient de te manipuler pour que tu abandonnes le procès, a-t-elle dit. Je sais. Bien. Ne tombe pas dans le panneau. Cet après-midi-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une jeune femme s'est présentée à mon appartement, début de la vingtaine, nerveuse, serrant un dossier. Madame Morrison, je m'appelle Emma Harrison. Je travaille dans l'entreprise de Riley. Puis-je vous parler? J'ai hésité, puis je l'ai laissé entrer. Emma s'est assise sur mon canapé, le dossier serré dans ses mains. Je ne sais pas si je devrais être ici. Je pourrais me faire virer, mais j'ai vu la médiation listée dans les registres du tribunal. C'est public, et je me suis dit, vous devriez savoir quelque chose. Quoi? Riley détourne des fonds de l'entreprise. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Quoi? Waouh. Pas beaucoup. De petites sommes. 500 ici, 1000 là. Mais ça dure depuis environ 1 an. Je suis en comptabilité. J'ai remarqué les écarts il y a 3 mois. Emma a ouvert son dossier, m'a montré des feuilles de calcul, des entrées surlignées, des schémas d'argent manquants. Je l'ai signalé à mon superviseur. Elle m'a dit de me taire, que Riley était géré en interne, mais rien n'a changé. Il continue de le faire. Pourquoi me dites-vous ça? Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Parce que ma grand-mère m'a élevé. Mes parents étaient toxicomanes. Elle a travaillé comme cantinière toute sa vie et m'a tout donné. Quand elle est tombée malade, je me suis occupé d'elle jusqu'à sa mort. Elle s'est essuyé les yeux. J'ai entendu ce que Riley vous a fait, comment lui et sa femme vous ont traité. Et je me suis dit. Je me suis dit que vous devriez savoir quel genre de personne il est vraiment. J'ai regardé les feuilles de calcul. Preuve d'une autre trahison. Puis-je les garder? Ai-je demandé. J'ai fait des copies pour vous et pour quiconque vous avez besoin de les montrer. Après le départ d'Emma, j'ai immédiatement appelé Patricia.
Ça change les choses, a dit Patricia après que j'ai expliqué. Ça montre un schéma de malhonnêteté financière au-delà de vous seul. Ça le rend moins crédible. L'utiliserons-nous au procès? Peut-être. Ça dépend de comment les choses se passent, mais c'est une bonne assurance. Le vendredi, je suis allé à mon cours de poterie, ma 3e séance. Mon bol était toujours de travers, mais je m'améliorais pour centrer l'argile. L'instructeur, Marcus, un professeur d'art à la retraite de 70 ans, m'a regardé travailler. Vous vous battez contre elle, a-t-il observé. Laissez l'argile vous dire où elle veut aller. Je veux qu'il soit parfait. Rien n'est parfait. C'est ce qui le rend beau. J'y ai pensé pendant que mes mains façonnaient l'argile humide. À propos de Riley, de mes attentes de maternité parfaite, de fils parfait, de famille parfaite. Peut-être que c'était l'imperfection qui le rendait réel. Le dimanche, le père Miguel m'a prise à part après la messe. Grosse semaine à venir, a-t-il dit. Le procès commence mercredi. Comment vous sentez-vous? Terrifié, en colère, triste, déterminé. J'ai marqué une pause. Tout ça en même temps. C'est normal. Vous faites quelque chose de courageux. Le père Miguel a posé sa main sur mon épaule. Souvenez-vous, chercher la justice n'est pas la même chose que chercher la vengeance. Vous vous défendez. C'est juste. Et si je perds? Alors vous perdez. Mais vous perdrez en sachant que vous vous êtes battu pour votre dignité. Ça vaut quelque chose. Ce soir-là, Riley a appelé. J'ai été si surprise que j'ai répondu. Maman. Sa voix était. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, Riley, je sais que ce qu'on a fait était mal. Je le sais, mais nous emmener au tribunal. Sais-tu ce que ça va faire à la carrière de Madison, à notre réputation? Sais-tu ce que tu as fait à ma retraite, à mon estime de moi? On te remboursera chaque centime. Je le promets. Laisse juste tomber le procès. Tu l'as promis avant, Riley. Plusieurs fois. J'ai les messages vocaux. Il pleurait maintenant. Vraiment en pleurs. Je suis ton fils. Est-ce que ça ne veut rien dire? C'est toi qui m'as dit que je n'étais pas de la famille. Je ne le pensais pas. Madison était contrarié, ses parents étaient là. Je ne savais pas quoi dire. Tu savais exactement quoi dire. Tu n'as rien dit. Tu l'as choisi au lieu de moi. Parce que je l'aime. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Je l'aime, maman. Je sais qu'elle est difficile. Je sais qu'elle t'a maltraité, mais je l'aime. Et je ne sais pas comment choisir entre vous. Mon cœur s'est un peu brisé, parce que je l'entendais maintenant. La vérité sous les mots. Riley n'était pas malveillant. Il était faible. Pris entre deux femmes fortes, incapable de se tenir debout. Alors ne choisis pas, dis-je tranquillement. Défends ce qui est juste. Admets ce que tu as fait. Prends tes responsabilités. Rembourse l'argent. Ce n'est pas choisir un camp. C'est être un adulte. Je ne peux pas. Webb dit que si on admet les prêts au tribunal, on s'expose à des accusations de fraude. Alors tu as un problème. Maman. On se voit au tribunal, Riley. J'ai raccroché. Et cette fois, je n'ai pas pleuré. Le mercredi matin est arrivé, froid et clair. J'ai de nouveau mis mon tailleur bleu marine. Les perles, un maquillage simple. Suzanne m'a conduite au palais de justice. Tu peux le faire, a-t-elle dit en me serrant la main. J'espère. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Des boiseries, une estrade pour le juge, des tables pour les avocats, des rangées de sièges pour les observateurs. Maria de mon groupe de soutien était là. Tom et Robert aussi. Jennifer était venue de l'Arizona. Oncle Frank, le meilleur ami de Robert, était assis au dernier rang, me faisant un pouce levé. J'avais des gens, de vraies personnes qui se souciaient de moi, pas de ce que je pouvais leur donner. Riley et Madison étaient assis à leur table avec Webb. Madison avait l'air parfaite comme toujours. Riley avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. La juge Martinez est entrée. Une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et aux yeux vifs derrière des lunettes de lecture. Veuillez vous lever. Le procès a commencé. Jour 1, la documentation.
Patricia s'est levée et s'est adressée à la cour. Sa voix était claire. Professionnelle. Dévastatrice. Votre honneur, c'est un simple cas de rupture de contrat. Ava Morrison, une infirmière à la retraite et veuve, a fourni 237 000 $ à son fils, Riley Morrison, et à sa femme, Madison Parker Morrison, sur une période de 5 ans. Ces fonds ont été qualifiés de prêts par les défendeurs eux-mêmes. Ils ont refusé de rembourser. Nous sommes ici pour demander justice. Elle a présenté les preuves méthodiquement. Chaque virement bancaire projeté sur un écran. Chaque message texte lu à haute voix. Chaque message vocal joué pour la salle d'audience. Le jury, 3 hommes, 3 femmes âgées de 30 à 60 ans, a écouté attentivement. Une femme de mon âge, aux yeux gentils, a légèrement secoué la tête lorsque le montant total est apparu à l'écran. 237 000 $. Webb a essayé de plaider le contexte. Les dynamiques familiales. L'esprit de don. La juge Martinez l'a coupé. Maître, avez-vous des documents montrant qu'il s'agissait de cadeaux? La relation elle-même. Des documents, monsieur Webb, pas un récit. Il n'avait rien. À la fin de la première journée, Patricia avait établi les faits au-delà de tout doute. L'argent a été donné. Des promesses ont été faites. L'argent n'a pas été rendu. Jour 2, les témoins. Patricia a d'abord appelé oncle Frank. Depuis combien de temps connaissez-vous la famille Morrison, a demandé Patricia. 30 ans. J'étais le meilleur ami de Robert. Quand il est mort, j'ai promis de veiller sur Ava et Riley. Avez-vous remarqué des changements dans le comportement de Riley après son mariage avec Madison? Objection, Webb s'est levé. Pertinence. Cela touche au schéma de comportement, votre honneur, a rétorqué Patricia. J'autorise. Répondez à la question, monsieur Franklin. Oncle Frank a ajusté ses lunettes. Riley a cessé de venir. Il me rendait visite une fois par mois. On dînait, on parlait de son père. Après Madison, ses visites ont cessé. Quand j'appelais, c'est Madison qui répondait généralement, disant que Riley était occupé. Avez-vous déjà discuté du soutien financier de Madame Morrison avec Riley? Une fois, il y a environ 2 ans, je lui ai demandé s'il remboursait Ava. Il a semblé mal à l'aise et a dit que Madison gérait leurs finances. J'ai insisté et il est devenu sur la défensive. Il a dit que sa mère aimait les aider. Ensuite, Suzanne a pris la barre. Elle a décrit notre amitié, nos années de travail ensemble, et ce que je lui avais dit après avoir été renvoyé du dîner du dimanche. Elle était dévastée, a dit Suzanne. Non seulement blessée, mais détruite. Elle n'arrêtait pas de dire « je ne suis pas de la famille ». Quand avez-vous commencé à vous inquiéter d'une exploitation financière? Quand elle m'a dit le montant. 237 000 $. Ce n'est pas aider sa famille. C'est être utilisé. Tom, du groupe de soutien, a témoigné sur les schémas d'abus financiers envers les personnes âgées. Ses qualifications d'ancien comptable donnaient du poids à ses paroles. Chantage à la culpabilité, isolement social, demande financière croissante. Ce sont des signes classiques, a-t-il dit. La victime ne réalise souvent pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle prenne du recul et voit le schéma. Le jury était attentif, prenant des notes. La femme aux yeux gentils me regardait avec sympathie. Puis Patricia m'a appelé. Je me suis dirigé vers la barre sur des jambes tremblantes, j'ai posé ma main sur la Bible, j'ai juré de dire la vérité. Madame Morrison, pourquoi avez-vous donné cet argent à votre fils, a demandé Patricia doucement. Parce qu'il l'a demandé. Parce que c'était mon fils. Parce que je voulais l'aider à se construire une belle vie. Vous attendiez-vous à un remboursement? Oui. Il l'a promis à plusieurs reprises. Avez-vous déjà refusé ces demandes d'argent? Non, ma voix s'est légèrement brisée. Je ne pouvais pas. C'était mon seul enfant. Après la mort de mon mari, il n'y avait que nous deux. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Je leur ai parlé du dîner du dimanche, du fait d'être sur le seuil avec la tarte aux pommes, de la voix froide de Madison, famille seulement, du silence de Riley. Plusieurs jurés ont regardé Riley. Il fixait ses mains. Comment vous êtes-vous senti? Comme si j'avais perdu mon fils. Comme si 32 ans d'amour ne signifiaient rien. Webb a contre-interrogé agressivement.
N'est-il pas vrai que vous avez utilisé l'argent pour contrôler la vie de votre fils? Non. Vous avez tout payé. Logement, voiture, études. Est-ce que cela ne crée pas une dépendance? J'ai créé des opportunités. Il a créé la dépendance en ne se tenant jamais debout. Vous êtes amer. Il a épousé quelqu'un que vous n'approuviez pas, je suis dévasté. Il est devenu quelqu'un qui pouvait jeter sa mère comme un déchet. Webb a essayé de me déstabiliser, posant les mêmes questions de différentes manières. Mais j'avais affronté pire. Des années de médecins exigeants, de familles hostiles, de situations impossibles, un avocat d'affaires n'était rien. Madame Morrison, a dit Webb, changeant de tactique. N'est-il pas vrai que vous preniez parfois des décisions pour Riley sans le consulter, que vous choisissiez ses activités enfants, que vous gériez son emploi du temps? J'ai marqué une pause, me souvenant de ce que Riley avait dit à la médiation. Tu m'as rendu trop dépendant. Oui, dis-je tranquillement. Après la mort de son père, j'étais terrifié à l'idée de le perdre aussi. Alors, j'ai essayé de le protéger de tout. Je vois maintenant que j'ai fait des erreurs. Je ne lui ai pas appris l'indépendance comme j'aurais dû. L'aveu a surpris Webb. Il ne s'attendait pas à de l'honnêteté. Mais j'ai continué, mes erreurs de mère n'excusent pas le vol. Elles n'excusent pas la cruauté. Je n'étais pas une mère parfaite, mais je ne méritais pas ça. La jurée aux yeux gentils a légèrement hoché la tête. Webb a appelé Madison à la barre. C'était un risque et il le savait. Madame Parker Morrison, pouvez-vous décrire votre relation avec la plaignante? Ava a toujours été impliquée dans nos vies, nos décisions, notre maison. La voix de Madison était contrôlée, professionnelle. Au début, j'ai apprécié sa générosité, mais elle venait avec des conditions. Des attentes. Quel genre d'attentes? Que nous passions tous les dimanches avec elle, que nous l'appelions tous les jours, que nous la consultions sur les décisions importantes. C'était étouffant. Le contre-interrogatoire de Patricia a été chirurgical. Madame Parker Morrison, vous êtes avocate d'affaires, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous comprenez les contrats, les obligations légales, la documentation. Bien sûr. Alors pourquoi n'avez-vous pas documenté ces prétendus cadeaux par écrit? Obtenu une déclaration signée de Madame Morrison indiquant que ces fonds étaient des cadeaux sans attente de remboursement? Madison a hésité. C'était la famille. On se faisait confiance. Vraiment? Parce que vous avez allégué que Madame Morrison a utilisé cet argent pour manipuler et contrôler. Si vous le croyez vraiment, pourquoi avez-vous continué à l'accepter? On avait besoin d'aide. Pendant 5 ans? Pour une valeur de 237 000 $ d'aide? Patricia a sorti un document. Selon vos propres déclarations financières, vous et Riley avez un revenu combiné de 285 000 $ par an. Pourquoi aviez-vous besoin de l'argent d'une infirmière à la retraite? On avait des dépenses. Des vacances de 4 800 $ à Turquekeko. Une installation de jacuzzi de 12 000 $. 8 000 $ de meubles de créateurs. Patricia a listé chacun d'eux. Étaient-ce des nécessités? Le visage de Madison a rougi. On a le droit de profiter de nos vies. Sur les économies de retraite de quelqu'un d'autre? Elle l'a donné volontairement. Vraiment? Patricia a joué le message vocal. La voix de Riley a rempli la salle d'audience. Merci pour le prêt, maman. Je te le rendrai le mois prochain. C'est votre mari qui l'appelle explicitement un prêt. Étiez-vous présente quand il a fait cette promesse? Je ne me souviens pas, vous ne vous souvenez pas que votre mari a emprunté 15 000 $? Webb a objecté, mais le mal était fait. Puis est venu le moment qui a tout changé. Twist 5. Patricia a appelé un témoin inattendu, Emma Harrison. Webb s'est immédiatement levé. Objection. Ce témoin n'a pas été divulgué. Elle s'est présentée hier, votre honneur. Nouvelle preuve de schéma de comportement. La juge Martinez a froncé les sourcils. Approchez. Les avocats se sont regroupés à l'estrade, ont murmuré des arguments. Finalement, la juge a hoché la tête. J'autorise, mais soyez brève, Madame Chen. Emma a pris la barre, nerveuse, mais déterminée. Madame Harrison, quelle est votre relation avec le défendeur? Je travaille en comptabilité dans son entreprise, Morrison & Associates. Et vous vous êtes présenté avec des informations?
Oui. Riley Morrison a détourné des fonds de l'entreprise. De petites sommes au cours de la dernière année. J'ai des documents. La salle d'audience a éclaté. Madison est devenue blanche. Riley avait l'air de pouvoir être malade. Webb était sur ses pieds. Votre honneur, c'est scandaleux. Ça touche à la crédibilité, votre honneur, a dit calmement Patricia. Montre un schéma de malhonnêteté financière. La juge Martinez a frappé de son marteau. J'autorise. Continuez, Madame Chen. Emma a présenté ses feuilles de calcul. L'argent manquant, le schéma. Au moment où elle a terminé, le jury regardait Riley avec dégoût. Webb a appelé Riley à la barre. Un geste désespéré. Monsieur Morrison, parlez-nous de votre relation avec votre mère. La voix de Riley était basse. Elle était tout après la mort de papa. Elle a travaillé si dur pour me donner une belle vie. Je sais qu'elle s'est sacrifiée. Et l'argent qu'elle vous a donné? Je pensais que c'était juste son aide. Je ne réalisais pas qu'elle tenait les comptes. Le contre-interrogatoire de Patricia a été dévastateur. Monsieur Morrison, avez-vous promis de rembourser votre mère? Parfois, sur le moment. Oui ou non? Oui. L'avez-vous remboursé? Non. Pourquoi pas? Riley a regardé Madison, Webb, de nouveau moi. Parce que je pensais qu'elle serait toujours là. Je pensais que j'avais le temps. Avez-vous détourné des fonds de votre entreprise? Ce n'est pas pertinent, a commencé Webb. Répondez à la question, a ordonné la juge Martinez. Les épaules de Riley se sont affaissées. Oui. De petites sommes. J'allais le rembourser. Tout comme vous alliez rembourser votre mère. Silence. Votre témoin a montré un schéma, Monsieur Morrison. Vous empruntez de l'argent. Vous promettez de rembourser. Vous ne le faites jamais. Que ce soit de votre mère ou de votre employeur. N'est-ce pas du vol? Je n'ai jamais eu l'intention. L'intention ne change pas les faits. Vous avez pris 237 000 $ à votre mère. Vous avez pris de l'argent à votre entreprise. Vous êtes un voleur. Objection, a crié Webb. Maintenu. Le jury ignorera cette caractérisation. Mais le mal était fait. Le jury l'avait entendu, l'avait cru. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Quand ils sont revenus, mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. La présidente du jury, la femme aux yeux gentils, s'est levée. Dans l'affaire Morrison contre Morrison, nous nous prononçons en faveur de la plaignante, Ava Morrison. Un soulagement m'a envahi. Les défendeurs sont condamnés à rembourser 237 000 $ plus les intérêts, pour un total de 256 420 $. De plus, nous accordons à la plaignante 50 000 $ de dommages-intérêts pour préjudice moral et 35 000 $ de frais de justice. 341 420 $. J'ai vu le visage de Riley s'effondrer. Madison était assise, rigide de choc, mais la juge Martinez n'avait pas fini. J'ordonne également une saisie sur salaire immédiate. 25% des revenus des deux défendeurs jusqu'à ce que cette dette soit satisfaite. De plus, une hypothèque légale sera placée sur tous les biens actuellement détenus par les défendeurs. Votre honneur, a protesté Webb. C'est excessif. Ce qui est excessif, maître, c'est de voler sa mère et d'essayer de le justifier dans ma salle d'audience. La juge Martinez a regardé Riley et Madison avec un mépris ouvert. Vous paierez chaque centime. Et si vous tentez de cacher des actifs, de transférer des biens ou d'échapper d'une autre manière à ce jugement, je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Suis-je clair? Oui, votre honneur, a dit faiblement Webb. Dehors, des journalistes attendaient. L'affaire avait attiré l'attention. Abus envers les aînés, trahison familiale. 250 000. Patricia m'avait préparé une déclaration. Cette affaire n'a jamais été une question d'argent, dis-je en lisant attentivement. Il s'agissait de dignité, de respect et de tenir les gens responsables de leurs actions. J'espère que cela envoie un message que les parents âgés ne sont pas des distributeurs automatiques pour les choix de vie de leurs enfants. Les appareils photo ont flashé. Des questions ont fusé. Patricia m'a guidé jusqu'à la voiture de Suzanne. Tu l'as fait, a dit Suzanne en me serrant dans ses bras. Je l'ai fait.
Mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide. Cette nuit-là, l'histoire est devenue virale. Une grand-mère gagne 341 000 $ contre son fils qui l'a banni du dîner de famille. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Demande des médias, offre d'interview, message de soutien d'inconnus du monde entier. Mais le message que je ne pouvais pas m'arrêter de lire était celui de l'oncle Frank. Robert serait fier de toi, Maggie. Tu n'as pas seulement gagné un procès. Tu as regagné ta dignité. J'ai dormi cette nuit-là mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée. Manuscrite. L'écriture de Riley. Maman, tu avais raison sur tout. J'étais faible. Je suis faible. Madison demande le divorce. Elle ne supporte pas la pression financière, l'embarras, l'hypothèque judiciaire sur notre maison. Elle retourne vivre chez ses parents. Je suis en train de tout perdre. La maison, la voiture, ma réputation. Peut-être mon travail aussi, après que le détournement de fonds a été révélé. Mais j'ai déjà perdu la chose la plus importante. Toi. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que tu as été une bonne mère, la meilleure des mères. Tu m'as tout donné et j'ai tout jeté. J'ai été un mauvais fils, un homme faible. J'ai laissé Madison me manipuler parce que c'était plus facile que de lui tenir tête. Je l'ai laissé m'isoler de toi parce que j'étais trop lâche pour choisir. Tu m'as demandé à la médiation si je croyais que tu me manipulais avec de l'argent. La vérité est que je ne sais pas. Peut-être que tu l'as fait parfois. Peut-être que tu as trop serré la main. Mais ça n'excuse pas ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je commence une thérapie. J'essaie de comprendre qui je suis sans que quelqu'un me le dise. C'est dur. Effrayant. Madison m'a quitté. Mes amis ne répondent pas à mes appels. Mon entreprise décide s'il faut porter plainte ou me laisser démissionner tranquillement. Tout ce qu'il me reste, c'est l'espoir qu'un jour, peut-être dans des années, tu pourras me pardonner. Je t'aime, maman. Riley. PS, pas d'adresse de retour parce que je ne veux pas que tu te sentes obligé de répondre. Ce n'est pas de la manipulation, juste la vérité. J'ai lu la lettre une dizaine de fois, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis j'ai fait quelque chose que j'avais évité. J'ai répondu. Riley, je te pardonne, mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Il ne signifie pas revenir à la situation d'avant. Il signifie que je libère le poison de l'amertume pour qu'il ne me détruise pas. Tu as raison de dire que j'ai parfois trop serré la main. Après la mort de ton père, j'étais terrifié à l'idée de te perdre aussi. J'ai essayé de te protéger de tout, et ce faisant, je t'ai empêché d'apprendre à te protéger. Je t'ai rendu dépendant. C'était mon échec. Mais tu es un adulte maintenant. Tu as fait des choix. Tu as choisi la cruauté de Madison plutôt que la décence de base. Tu as choisi le confort plutôt que le courage. C'était tes échecs. Nous avons tous les deux du travail à faire. J'espère que tu te trouveras en thérapie. J'espère que tu deviendras l'homme dont ton père serait fier. L'homme que je t'ai élevé pour être. Mais je ne peux pas faire partie de ce voyage. Pas maintenant. Peut-être jamais. Ce n'est pas une punition. C'est de l'autopréservation. Je construis une nouvelle vie. J'ai des amis qui m'apprécient. Un but qui m'épanouit. Une paix que je n'ai pas ressentie depuis des années. Il y a un trou en forme de Riley dans cette vie. Il y en aura toujours un. Mais j'ai appris à vivre avec. Peut-être qu'un jour, si tu changes vraiment, si tu grandis vraiment, nous pourrons réessayer. Non pas comme une mère et un fils dépendants, mais comme deux adultes qui se respectent. D'ici là, je te souhaite bonne chance. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Maman. J'ai scellé la lettre, les timbré, les posté, et je me suis sentie plus légère. Ma vie avait l'air différente maintenant. J'animais le groupe de soutien à l'église, 8 personnes qui avaient vécu des trahisons similaires, trouvant la guérison ensemble. J'ai rejoint le club de lecture de Robert de façon permanente. J'ai commencé à fréquenter Thomas, le conseiller financier. Rien de sérieux, juste de la compagnie et de la conversation. J'avais terminé mon cours de poterie et commencé à peindre.
Les murs de mon appartement étaient couverts d'art amateur, des bols de travers, des toiles abstraites, la preuve que je créais au lieu de simplement survivre. L'argent a commencé à rentrer. 25% du salaire de Riley, 25% de celui de Madison. Cela prendrait des années, mais je le récupérerai. J'ai appris par l'oncle Frank que Riley et Madison avaient divorcé, que Riley vivait dans un petit appartement, travaillait à un poste de débutant après avoir démissionné de son entreprise, qu'il était en thérapie 2 fois par semaine, qu'il m'avait envoyé des fleurs pour mon anniversaire. Je les avais reçues. Je n'ai pas répondu. Jennifer est venue de l'Arizona. Nous avons passé une semaine ensemble à renouer nos liens de sœurs. Elle n'avait jamais été douée pour les émotions, mais elle a essayé. Tu as l'air heureuse, a-t-elle observé un soir autour d'un verre de vin. Je le suis, pour la plupart, mais il y a toujours un trou là où Riley devrait être. Peut-être que c'est normal. Peut-être que certains trous ne se remplissent pas. On apprend juste à marcher autour. Un dimanche, j'ai visité la tombe de Robert. Je le faisais de temps en temps maintenant, lui parlant, le mettant au courant de la vie. J'ai gagné, Robert, dis-je en m'asseyant sur l'herbe à côté de sa pierre tombale. Mais je ne me sens pas comme une gagnante. Notre garçon est brisé. Peut-être qu'il l'a toujours été. Peut-être que je l'ai brisé en l'aimant trop. Peut-être que Madison l'a brisé en l'aimant trop peu. Peut-être qu'il s'est brisé lui-même. Le vent bruissait dans les arbres du cimetière. J'ai appris quelque chose, cependant. La générosité sans limite n'est pas de l'amour. Mais des limites sans grâce ne sont pas non plus de l'amour. Je me suis choisi. C'était nécessaire. Mais il y a un coup. Il y a toujours un coup. J'ai tracé son nom sur la pierre tombale. Robert James Morrison. Mari et père bien-aimé. J'ai une belle vie maintenant. Des amis qui s'en soucient. Un but. Même Thomas. Tu l'aimerais. Il est gentil, patient. Rien à voir avec toi. Mais ce n'est pas grave. Je me suis levé, époussetant l'herbe de mon pantalon. Mais il y a un trou en forme de Riley que rien ne remplit. Et j'ai fait la paix avec ça. Certaines choses ne guérissent pas. Elles se cicatrisent juste. Et les cicatrices sont la preuve que nous avons survécu. En retournant à ma voiture, je suis passé devant une jeune mère avec son fils, peut-être 7 ans, édenté et énergique. « Maman, je t'aime », a-t-il dit en lui jetant les bras autour de la taille. « Je t'aime aussi, mon chéri », a-t-elle répondu en lui ébouriffant les cheveux. J'ai souri, un petit sourire triste, en connaissance de cause. L'amour ne suffit pas, ai-je pensé, mais il vaut toujours tout. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à mon appartement, à mes amis, à ma poterie, ma peinture et mon club de lecture, à Thomas qui préparait le dîner, à ma nouvelle vie. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Ce n'était pas la vie que j'avais voulu, mais c'était la mienne. Choisie, protégée, digne, et c'était suffisant.